Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Autre chose, cet épisode, il fait partie d'une série sur la colonisation française, son histoire et ses conséquences passées et présentes. Il n'y a pas d'ordre précis, tous les épisodes s'écoutent indépendamment les uns des autres. Je tiens à préciser que je suis une femme blanche, que je ne suis ni historienne, ni spécialisée en études post- ou décoloniales. Et que, de la France, je connais que la Corse et l'Hexagone. Ainsi, je peux avoir des biais ou dire des bêtises. Pourquoi faire cette série d'épisodes alors ? D'abord parce que je veux apprendre. Apprendre sur mon passé pour comprendre les problématiques actuelles. Ensuite parce que je veux partager des connaissances. Combien de fois ai-je entendu dire que la colonisation était soi-disant terminée ? Que tout ça, c'était du passé et qu'il fallait arrêter de sans arrêt le ressasser ? Combien de fois ai-je entendu des soi-disant nationalistes voulant défendre une France fantasmée sans pour autant connaître ses véritables habitantes ? Comment parler au nom des Françaises sans les connaître ? Enfin, parce que tout est politique. Notre histoire et notre identité française le sont également. Et je veux pas que certaines s'approprient notre roman national et le détournent pour servir leurs intérêts idéologiques. Voilà les grandes lignes. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute. Pour ce qui est de la France, le rapport est très ambigu. J'aime la France, mais des fois je la déteste. Vraiment, je déteste la France, je déteste ce qu'elle représente, je déteste qu'elle devient, qu'elle est en train de devenir. Selon moi, la France ne considère pas les ultramarins comme français. De mon point de vue, une nation qui refuse de reconnaître les crimes de ses aînés ne peut voir en nous, descendants de ceux ayant subi ces crimes, une quelconque humanité. C'est les choses qui se passent aux Antilles n'auraient jamais été acceptées en France. Mais il y a ce sentiment que, quoi qu'il advienne, en fait, on sera toujours les mal-aimés de la République, les méprisés de la République. Nous sommes complètement délaissés, voire même moqués par le gouvernement français. Il y a une forme d'invisibilisation de l'antillais qu'on a encore du mal à analyser. On est soit considéré comme les vacances de rêve, ou sinon, on est la poubelle de la France. Est-ce qu'on est une colonie, colonie coloniale ou colonie de vacances On est juste un peu mieux loti que dans certaines que dans les anciennes colonies, tu vois. La France, c'est un État colonial. La France, c'est un État néocolonial. Il y a vraiment ce sentiment en fait d'être mis à l'écart, de ne pas être considéré comme on devrait être considéré. Je ne me sens ni culturellement, ni politiquement proche de l'Hexagone. Et donc, du coup, on ne se sent pas inclus, on ne se sent pas compris. Politiquement, je ne me sens pas du tout proche de la France. Politiquement, je dirais que je me sens proche des mouvements de gauche, la vraie gauche, genre à partir de la LFI, tu vois. Mais la politique française me dégoûte. Donc je ne me sens ni inclus, ni compris, ni accepté par la France. Je ne sais pas si je me sens acceptée. Il y a un problème, oui, comme je vous ai dit, d'injustice. En fait, on ne se sent ni inclus, ni compris et ni accepté par la France. Parce qu'il y a beaucoup trop de mépris. La France ignore, selon moi, volontairement les Antilles et les revendications des Antillais, tout simplement parce qu'elle ne se sent pas concernée. Quand la France ne se sent pas concernée par les problèmes des Antillais, c'est compliqué de se sentir proche d'elle. On n'est pas considéré culturellement, ce qui fait que les décisions politiques, au final, ne sont pas adaptées au territoire. Je vis en France et je profite des avantages que cela me donne, mais je sais pertinemment que, en ce qui me concerne en tout cas, cet environnement est hostile. Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie
qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple, c'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Je suis avant tout martiniquaise. Alors moi, je suis martiniquaise. Je suis antillaise, de nationalité française. Je me définis plutôt comme afro-caribéenne. Je me sens à la fois martiniquaise, guadeloupéenne, française, européenne. Donc je me considère ensuite comme antillais. À plus grande échelle, je me présenterai comme caribéen. Je me définirais plutôt multiple. Alors pour moi, je suis martiniquaise. J'irai ensuite française et ensuite antillaise. Mais je ne me sens pas totalement française parce que j'estime qu'on n'est pas assez reconnu. Alors je pourrais dire que je me sens clairement martiniquaise. Pour la simple raison que j'estime que ma nationalité française est que sur le papier. Je suis française, mais pour moi, dans mon cœur, dans mon sang, c'est martiniquaise. Et que mes vraies origines, c'est les Antilles avant tout. En France, aujourd'hui, même avant, ce qu'on dit antillais, ça a ce côté festif, ce côté exotique que les métropolitains ou autres blancs ou autres aiment utiliser. Donc moi, je m'identifie comme afro-caribéen. Depuis que je vis en France hexagonale, je m'identifie beaucoup au mot antillaise. En fait, mon identité propre, elle n'est pas tout à fait complète. Notre seule histoire, notre seule culture, c'est nos souffrances. C'est qu'on a une identité dont les racines sont dans la violence. Donc on a créé notre origine, notre culture, les Antilles, dont on est extrêmement fiers. Et effectivement, la culture, notre culture, elle est rarement représentée. Dans le paysage culturel français, elle est même parfois méprisée, moquée, caricaturée. Au jour d'aujourd'hui, et après 30 ans d'Hexagone, je me rends compte que ce pays n'avait pas prévu qu'un jour, il y aurait des non-blancs français. Je suis très attachée à ma culture. Nous avons le créole, les fêtes, la culture culinaire, etc. Nos traditions. Donc les us, les coutumes, les danses, les spécialités culinaires, le créole. Aujourd'hui, ça se manifeste aussi dans ma musique parce que je fais de la musique. Je porte mes cheveux naturels, je fais pas de défrisage, je continue à parler créole. Moi, j'ai grandi en fait en milieu indépendantiste. Donc, par exemple, typiquement, la question du drapeau, pour moi, très très tôt, en fait, on avait adopté le drapeau qui est aujourd'hui le drapeau officiel de la Martinique. Parce qu'il faut faire une distinction entre la nationalité et l'identité. Je vous retrouve pour le deuxième épisode de ma série sur la colonisation française, son histoire et ses conséquences. Et aujourd'hui, on va parler d'un territoire qui se trouve à 7000 km de Dijon. On l'avait dit, je crois, lors du premier épisode, on va pas toujours prendre Paris comme référentiel, bref. Donc 7000 km, c'est la distance qui sépare Dijon de Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique, aussi appelé Madinina par les communautés autochtones. Et avant d'aller plus loin, deux petites choses. Déjà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont accepté de partager leur témoignage avec moi. Qu'elles soient martiniquaises ou guadeloupéennes, je suis entrée en contact avec des personnes extrêmement bienveillantes qui m'ont fait confiance et j'espère sincèrement que cet épisode leur plaira. Et ensuite, je vous conseille d'écouter l'épisode sur la Guadeloupe qui est sorti en même temps et qui finalement complète pas mal cet épisode sur la Martinique. La Martinique donc, pour en revenir au sujet de l'épisode, c'est un département français depuis 1946 et une collectivité territoriale depuis 2016 qui fait un peu plus de 1000 km². Pour vous donner une échelle de grandeur, ça correspond à peu près à la superficie du département du Val d'Oise. Géographiquement maintenant, la Martinique c'est une île située dans la mer des Caraïbes. Tant qu'on y est, point de définition, ce qu'on appelle communément les Caraïbes, c'est une région géographique et culturelle historiquement proche, marquée par les communautés autochtones, l'esclavage et l'immigration. Au sein des Caraïbes, on parle parfois des Antilles, et en fait c'est un sous-ensemble d'îles marquées par des histoires coloniales similaires.
Au sein des Antilles, il y a ce qu'on appelle les petites Antilles, les grandes Antilles, mais aussi les Antilles françaises, c'est-à-dire Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique et la Guadeloupe. Aussi, avant que j'oublie, autre point sémantique, dans cet épisode comme dans celui sur la Guadeloupe, je vais souvent employer le terme de béquet. Et du coup, c'est quoi en fait un béquet ? Les béquets sont une plaie. Les béquets, ça vient de béquet de mémoire. C'est blanc, les blancs du quai, parce que tchè c'est quai, tu vois. Les béquets, en fait, ce sont les descendants de propriétaires d'esclaves qui ont été dédommagés, en fait, suite à l'abolition de l'esclavage. Ils ont détruit toutes les plantations de cacao pour pouvoir faire du sucre, tout simplement, et du rhum. Donc, ils continuent de perpétuer un système esclavagiste différent. Quand tu as réduit en esclavage une population et que tu vis encore au même endroit où tu l'as fait. Comment ces personnes-là continuent d'utiliser en fait les vestiges du colonialisme pour faire leur vie maintenant. En fait, c'est comme si là, il y avait des nazis, ils étaient dans les camps de concentration et ils prospéraient. Personnellement, j'aurais honte. En fait, on n'a pas changé du modèle économique de colonie de comptoir. Les béquets possèdent littéralement tout en Martinique, donc ce, grâce à leur dédommagement. À l'heure actuelle, c'est encore eux qui ont le monopole sur tout ce qui est commerce, etc. en Martinique, et déloyalement. Et actuellement, je les vois encore comme une caste à part. Ce que je peux dire, c'est quand même une communauté qui vit à part, avec ses richesses et qui la redistribue qu'entre elles. Les béquets ne se mélangent pas, ou très peu. Faut savoir qu'ils sont un lobby extrêmement influent, extrêmement puissant économiquement. On le voit aujourd'hui, par exemple, la famille Ayotte, c'est eux qui ont littéralement l'économie du pays entre leurs mains et ça empêche la communauté antillaise d'avancer économiquement et indépendamment de la France. Si vous voulez, c'est comme une relation toxique avec les béquets et nous, le peuple. Il existe, il faut faire que l'État français fasse son boulot, c'est-à-dire punir, il y a des lois qui se battent contre la monopolie, casser la monopolie. Idéalement, pour lutter contre le monopole des béquets, il faudrait les boycotter et puis acheter dans les mains des Martiniquais, monter des commerces. Pour lutter contre ça, il faudrait le soutien du gouvernement. Pour moi, si ce n'est pas l'État qui se charge de redistribuer ce monopole, rien ne va jamais changer. On devrait réévaluer par rapport à ce qu'on leur a donné comme indemnité à la fin de l'esclavage et leur enlever. Pour moi, c'est leur retirer, le redistribuer aux familles descendantes d'esclaves. Prendre l'argent, redistribution des richesses. Ils devraient juste rendre tous les business, rendre les terres, les diviser entre les Antillais et c'est tout, tu vois. Je pense qu'il faudrait, de mon point de vue, nationaliser les avoirs béquets et les mettre au service de la Martinique, tout en réclamant un statut de territoire d'outre-mer, voire une indépendance. Pour lutter contre le monopole, il faudrait qu'il s'en aille. Vous l'avez donc compris, les béquets, ce sont les gros propriétaires terriens qui descendent des premiers colons. Ils sont donc au centre d'un système d'endogamie, donc d'entre-soi, et de plantocratie, donc un système social et politique où les planteurs détiennent le pouvoir. Pour le dire autrement, ce sont des oligarques démographiquement minoritaires, mais économiquement et foncièrement majoritaires en Martinique et en Guadeloupe. En Martinique, c'est vrai qu'on parle plus facilement de grands blancs, mais pour ces deux épisodes, je vais plutôt employer le terme de béquet. Maintenant qu'on est clair sur les mots, revenons sur la Martinique. Politiquement, le territoire, il est représenté depuis 1959 par deux sénatrices. Catherine Conconne, élue en 2017, membre du groupe socialiste, écologiste et républicain, et Frédéric Buval, élu en 2023 et membre du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. À l'Assemblée nationale, la Martinique, depuis 1986, elle est représentée par 4 députés. Giovanni William, élu en 2022 et apparenté au groupe socialiste, Marcelin Nadeau, élu en 2022 et apparenté au groupe Gauche démocrate et républicaine, Béatrice Bellé, élue en 2024 et apparentée au groupe socialiste, et Jean-Philippe Nilor, élu en 2012 et apparenté au groupe La France Insoumise. Pour rester sur le point représentation, parlons un peu du drapeau martiniquais.
Massivement utilisé dans les années 60 par les militantes anticolonialistes et le mouvement indépendantiste, il est devenu le drapeau officiel du territoire en 2023. Pourquoi c'est important ? Parce que un drapeau, c'est un symbole. Un drapeau, ça montre un attachement à une culture, à une communauté, à une nation. C'est le symbole d'une conscience collective. Il rend fier celles qui l'utilisent et il permet de revendiquer une histoire, une culture et dans notre cas, une identité martiniquaise. Le drapeau martiniquais, pour vous donner une idée, il est composé de 3 couleurs qu'on retrouve régulièrement dans les drapeaux caribéens. Le triangle rouge symbolise la révolte contre l'injustice, le sang des esclaves ou le socialisme selon les versions. La bande supérieure verte symbolise la lutte pour la paysannerie ou plus généralement l'abondance de la nature. Et enfin, la bande inférieure noire, elle représente le peuple ou le combat. Cette question du drapeau, et plus généralement de l'identité de la culture martiniquaise, elle fait écho aux problématiques du créole martiniquais. C'est vrai, pourquoi ne pas, localement, rendre cette langue officielle avec le français ? Pourquoi continuer de sous-financer la production cinématographique en créole ? Évidemment, ces questions sur les langues utilisées par certaines parties de la population française, elles sont pas propres à la Martinique. Mais je pense que c'est important de souligner l'importance des langues entre guillemets régionales parce qu'elles ont toute une importance symbolique, culturelle, sociale et historique. Et vouloir les effacer, parce que ne pas les soutenir, c'est les faire disparaître, c'est aussi effacer une partie de notre culture. Bref, revenons à la Martinique et plus précisément à son histoire. Donc à mon époque, ni l'école, ni ma famille n'évoquaient l'histoire de la Martinique. Je dirais que je connais bien mon histoire. Alors oui, j'ai l'impression de connaître mon histoire. Mon histoire, on ne me l'a pas correctement apprise quand j'étais encore étudiante. Alors, mon histoire, j'ai l'impression de la connaître. Je ne connais pas toute mon histoire, je ne sais pas tout. Il y a plein de choses que j'apprends au fur et à mesure. Donc, je connais mon histoire, mais je pourrais la connaître mieux. En gros, l'histoire, moi je l'ai apprise parce que j'ai des parents qui sont déjà très au fait de l'histoire de leurs îles. Les anciens aussi, ils essayent de ne pas nous faire oublier d'où on vient. Voilà, et ça, et plus les anciens quand ils parlent, j'écoute, moi je pose beaucoup de questions à mes grands-parents et tout pour savoir t'as vu d'où tu viens et tout. Mon histoire, je l'ai apprise sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis beaucoup renseigné grâce à Internet. Mais il y a eu une très grande part de recherche aussi personnelle, de lecture d'ouvrages, d'expos, de choses comme ça. Tout ce que je sais, je l'ai appris de moi-même, en allant dans les musées, en cherchant, en lisant des choses. À l'école, souvent, comme c'est le programme français aux Antilles, on va voir l'histoire du côté du colon et non du colonisé. On avait un manuel d'histoire des Antilles en complément du manuel d'histoire utilisé à l'échelle nationale, comme si ce n'était pas l'histoire de la France. Mais la vérité, et ce que les programmes d'histoire s'efforcent de cacher, c'est qu'une grande partie des héros de la France avaient une place énorme dans l'esclavage. Et c'est pour ça que si les Français de l'Hexagone avaient appris leur histoire, peut-être que le racisme serait moins important. Les ancêtres des Gaulois, je sais plus quoi, enfin bref. Je me suis toujours demandé, mais j'ai jamais vu de Gaulois en Martinique. De la même façon qu'on a oublié de nous dire que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois, ils ont oublié de leur dire tout ce qui s'est passé pour que la France soit la France ce qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, c'est très important de connaître l'histoire de la Martinique, puisque c'est une histoire qui est vraiment très riche. Il s'est passé vraiment énormément de choses, plus que ce que les gens ne l'imaginent. Parce que c'est important pour moi, en fait, de savoir d'où je viens. On est très attaché à la question de l'histoire et à l'attachement de notre identité. Parce qu'on construit en fait notre identité sur ça. Connaître son histoire, de mon point de vue, permet de mieux comprendre les dynamiques qui ont été mises en place et qui perdurent, afin de jeter un regard lucide sur le monde actuel. Je pense qu'il est important qu'on connaisse notre histoire et sur le bout des doigts, parce que le manque de connaissances est la première porte ouverte à la manipulation d'un peuple. Mais globalement, c'est important pour se construire et pour comprendre en fait les dynamiques relationnelles avec la France. Les colons français, représentés par la Compagnie des îles d'Amérique, ils arrivent en Martinique en 1635. Et à ce moment-là, l'île, elle est habitée par des communautés autochtones, notamment des Kalinagos. En 1639, les colons
entre gros guillemets, signe un traité de paix avec les Kalynagos et partage l'île en 2 parties, les colons à l'ouest, les Kalynagos à l'est. Toutefois, cette paix subjective, elle ne dure pas longtemps puisque, en 1658, les colons provoquent et massacrent les autochtones. Par la suite et assez rapidement, la Martinique, elle devient une colonie française sous administration directe du roi. En effet, à la fin du XVIIe siècle, les îles, elles ont une réelle importance stratégique dans les conflits européens parce qu'elles sont source de profit et sont une monnaie d'échange dans les négociations de paix. Parce que l'objectif de la colonisation européenne, il est 1. Religieux, il faut convertir, 2. Militaire, il faut fortifier et étendre son empire, et 3. Économique, il faut défricher, exploiter, cultiver, peupler et commercer. En pratique, ça se traduit notamment par la mise en place de l'esclavage. Au siècle suivant, la grande majorité des terres cultivées, elles appartiennent à des grands propriétaires terriens. Pour le dire autrement, au XVIIIe siècle, la concentration foncière, elle s'intensifie et seuls quelques-uns possèdent la grande majorité des terres martiniquaises. Ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, en 1790 d'abord, à Saint-Pierre, à la suite de la Révolution française, des miliciens racisés qui souhaitent défiler derrière le drapeau français sont massacrés ou emprisonnés par les colons. Ensuite, en 1794, de 1794 à 1802, la Martinique, elle passe sous domination des Britanniques, qui s'opposent à l'affranchissement des esclaves. Du coup, les nouveaux colons y fortifient une économie de plantation déjà existante en poursuivant l'esclavage. C'est important parce que ça veut dire que la première abolition de l'esclavage, celle de 1794, elle n'a eu aucun effet en Martinique. Au contraire, les colons, ils ont été protégés par l'occupation anglaise. Et en 1802, lorsque l'île elle redevient française, rien ne change vraiment puisque Napoléon il a déjà rétabli l'esclavage. Ensuite, très rapidement, entre 1809 et 1815, l'île elle redevient encore une fois britannique. Arrêtons-nous maintenant en 1822 pour parler d'une révolte d'esclaves, celle du Carbet, considérée comme l'une des plus importantes révoltes d'esclaves de l'histoire du territoire. En gros, pour vous donner une idée du contexte, 1822, c'est une vingtaine d'années après la Révolution haïtienne. Par conséquent, on peut dire que c'est un peu tendu en Martinique. Les esclaves résistent, empoisonnant du bétail, et résultat, une juridiction d'exception se met en place, réprimant durement les esclaves soupçonnés de complot. La révolte du Carbet éclate alors, et les esclaves s'en prennent aux colons, à leurs biens, et tentent de fuir les plantations. Les autorités locales mobilisent alors toutes les troupes disponibles pour rattraper les fugitifs et fugitives. Au bout de quelques semaines, l'ordre est rétabli, des dizaines d'esclaves sont exécutés et des centaines d'autres torturés. Et même si cette révolte elle se solde par un échec, la révolte du Carbet, elle montre bien que la Martinique elle n'est pas à l'abri d'une insurrection comme Haïti. Symboliquement, cette révolte elle est donc super importante. Passons maintenant à une autre révolte, celle de mai 1848. Cette fois-ci, le mouvement il est préparé et il peut être considéré comme l'aboutissement d'un processus révolutionnaire. L'historien Armand Nicolas y parle même de révolution martiniquaise qui marque la fin d'un système économique et social. D'ailleurs, c'est grâce à cette révolte que l'abolition de l'esclavage il est entré en vigueur en Martinique avec quelques mois d'avance. Cette abolition, elle marque, donc en 1848, elle marque le début de la première vague migratoire en Martinique. Parce que la Martinique, comme la Guadeloupe, ce sont 2 territoires profondément marqués par une longue histoire migratoire. Les mouvements d'immigration ou d'émigration, ils ont modelé et modèlent encore la Martinique et la Guadeloupe, engendrant des sociétés pluriethniques. Donc dès les années 1850, après l'abolition de l'esclavage donc, l'engagisme, il se met en place. Des travailleuses principalement venues d'Afrique, de Chine, mais surtout d'Inde, arrivent pour remplacer les anciennes esclaves. On parle par exemple de plus de 20 000 déportées indiennes en Martinique. La gestion administrative de ces immigrés, c'est l'État et les institutions publiques qui s'en occupent. En fait, les migrations de travailleuses, elles ne sont que la continuité d'une longue politique coloniale multiséculaire. C'est par exemple le Trésor public qui supporte une bonne partie des frais d'engagement aux Antilles. L'État intervient même dans la sphère des relations internationales, signant en 1861 une convention internationale avec la couronne britannique pour faciliter l'arrivée de travailleuses indiennes. À ce propos, la sociologue Juliette Smeralda explique qu'en fait, la couleur, ça a été un instrument de pouvoir au service des colons.
En effet, l'opposition entre les indiennes et les anciennes esclaves, elle a été complètement construite pour fragmenter la population dominée. Cette explication historique, elle permet de comprendre les tensions, la méfiance ou le mépris qui ont longtemps opposé les descendantes d'esclaves aux immigrés indiennes. En fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que le processus de stigmatisation des populations migrantes, il a été construit par les vieilles hiérarchies racistes héritées de l'esclavage. Et c'est quelque chose qui reste assez actuel puisque la mise en concurrence de différentes catégories de travailleuses, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans le débat public. Bref, les indiennes, c'était pas les seules à venir travailler en Martinique. En effet, à la fin du 19e siècle, des travailleuses libres en provenance de Syrie, du Liban ou de Palestine s'installent également dans les îles antillaises. Entrons maintenant au XXe siècle et arrêtons-nous au pacte de Sainte-Marie. Signé en 1919, c'est un événement qui est très très peu documenté, donc je serais ravie d'avoir vos retours ou vos sources là-dessus. En gros, de ce que j'ai compris, ce pacte, c'est un accord entre les békés et certains élus. Le but, c'est de maintenir un ordre colonial qui ne dit pas son nom. Concrètement, les békés, ils acceptent de soutenir les élus, et en échange, les élus, ils acceptent de ne pas perturber les intérêts économiques et fonciers des békés. Bref, on comprend un peu mieux pourquoi la documentation manque à ce sujet. Bref, ensuite, arrêtons-nous en 1823 à la fusillade oubliée de Trinité. Tout commence par la grève d'une centaine d'ouvrières de l'usine de Bassignac. Les grévistes demandent en gros l'augmentation de leur salaire qui leur a été promise. Pourtant, la mobilisation, elle est violemment réprimée par les forces de l'ordre, et bilan, 2 mortes, des dizaines de blessés, et aucune enquête approfondie. Avançons un peu dans le temps pour nous arrêter en 1946, date de la départementalisation de la Martinique, qui transforme la structure aussi bien juridique qu'administrative du territoire. Ces modifications institutionnelles conséquentes, elles modifient la structure économique du territoire et impactent les mouvements migratoires. En effet, après cette date, dans les années 60-70, les Antillaises partent en masse pour s'installer en hexagone. Dans le même temps, tandis que l'immigration venue du Proche-Orient et de Chine se poursuit lentement, de nombreuses Européennes viennent s'installer aux Antilles. Tant qu'on parle des Antillaises qui partent en masse pour s'installer en hexagone, ça me permet de faire une petite parenthèse pour parler du Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer, aussi appelé BUMIDOM. Je pense qu'on en parlera davantage dans l'épisode consacré à la Réunion, mais ça reste important de le mentionner ici. En gros, c'est un dispositif mis en place dans les années 60 pour notamment organiser et encadrer la migration des Antillaises jusqu'au début des années 80. Pour le dire autrement, des milliers d'Antillaises sont déplacées vers la métropole par l'intermédiaire du BUMIDOM. On parle souvent du rêve américain, ici je pense que le BUMIDOM, il offrait un rêve français, un aller simple vers une vie soi-disant meilleure. Et évidemment, arrivées en hexagone, les Antillaises sont désabusées, revivant des violences qui rappellent la période coloniale. Voilà, fin de la parenthèse. Donc les années 60-70, parce que oui, c'est pas fini, elles sont aussi marquées par une transition économique importante. En effet, les usines sucrières, elles ferment, et c'est maintenant la monoculture bananière qui domine le territoire. Et devinez quoi ? Les békés, qui possèdent les moyens de production, pour reprendre des termes marxistes, ils sont indemnisés par l'État. Ils sont indemnisés financièrement pendant le transfert de leurs activités entre usines sucrières et culture de bananes. Ce procédé, il rappelle carrément les indemnisations financières reçues par les familles de maîtres esclavagistes après l'abolition de l'esclavage. Et ça me rend dingue parce que les années 60-70, ça me paraît tellement récent. Bref, et donc c'est dans ce contexte que se déroule le massacre de Chavez. À ce moment-là, les ouvrières martiniquaises se mobilisent, s'organisent en comité, exigent le paiement de leurs heures sup et veulent passer au SMIC. En février 1974, une grève générale est déclarée, et bien sûr les békés y voient ce mouvement d'un très mauvais œil et soutiennent la répression des autorités. Résultat, 2 mortes et la fin de la mobilisation. Toutefois, symboliquement, le massacre de Chavez, il marque les consciences et il renforce le sentiment anticolonialiste et anti-impérialiste des Martiniquaises. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, la population antillaise, elle semble revenir peu à peu sur ses terres. Ensuite, en 2015, une stèle à la mémoire des travailleuses indiennes est installée à Saint-Pierre. Cette stèle, elle fait écho à ce que l'anthropologue Christine Chivalon décrit comme une façon de muséifier le passé.
Parce que, on l'a bien vu, l'histoire martiniquaise, c'est une histoire de mémoire minorée, d'histoire diluée dans le discours colonial dominant. C'est pour ça que c'est super important d'avoir des lieux ou des monuments qui affirment ou réaffirment l'identité martiniquaise, son histoire et sa culture. Toutefois, et c'est là où ça se complique, cette histoire, elle doit être vivante. L'ère de la patrimonialisation, elle ne suffit pas. Il ne faut pas simplement conserver, mais aussi raconter, transmettre l'histoire. Autre chose, désolé de passer du coq à l'âne, mais il faut bien parler du présent, la Martinique, comme la Guadeloupe, elle est touchée par une crise de l'eau énorme. Et l'urgence, elle n'est pas nouvelle. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, il alerte depuis les années 2010, indiquant qu'il est nécessaire d'améliorer le réseau et d'augmenter sa capacité de production. En effet, le réseau d'eau martiniquais y perd près de 50% de sa production. À cela s'ajoutent les nombreux produits phytopharmaceutiques et molécules qui polluent les cours d'eau. C'est ainsi que, pour les Martiniquaises, les coupures d'eau sont devenues la norme. Autre problématique sur le territoire, le vieillissement de la population. Ce phénomène de vieillissement, il n'est pas propre aux Antilles. C'est un enjeu majeur pour la France en général. Seulement, la Martinique, c'est le département français qui vieillit le plus rapidement, et donc on parle de phénomène de dépopulation. En effet, même si les Antillaises reviennent sur leur territoire, les jeunes, elles, s'en vont. Et dans le même temps, la fécondité, elle baisse, la durée de vie, elle s'allonge, et les établissements d'accueil pour personnes âgées, elles ne suffisent pas. En Martinique, selon les projections de l'INSEE, le ratio de dépendance des personnes âgées, il pourrait s'élever à 167 personnes âgées pour 100 jeunes en 2030. Et c'est inquiétant parce que les personnes les plus âgées sont aussi les personnes les plus précaires. Pour vous donner une idée, en 2018 déjà, énormément de personnes âgées de plus de 50 ans vivaient sous le seuil de pauvreté. 31,2% des plus de 75 ans et 30% des 50-59 ans. Autre scandale, celui de Madivial. C'est un scandale très peu documenté, donc je vais être assez brève, mais en gros, Madivial, c'est une coopérative de commercialisation de viande produite localement. Comme l'explique le journaliste Thierry Gadot, que je remercie pour ses explications, donc il explique ça pour Blast, Madivial, en tant que société de commercialisation, qui n'a donc pas le droit de toucher les aides européennes relevant du POSEI, elle se substitue aux coopératives de production pour toucher illégalement ces subventions. Par la suite, et pour régulariser sa situation, Madivial, elle tente de rejoindre l'interprofession chargée de répartir le POSEI, sans succès. La solution, ça a été donc de fusionner les coopératives de production avec Madivial, transformant ainsi la structure en coopérative de production et de commercialisation. Cette évolution, pensée avec l'aval de l'État français et la complicité de l'Union européenne, elle permet finalement à Madivial d'accéder légalement aux fonds européens. Pour vous situer un peu dans le temps, tout ça là, ça se déroule entre 2013 et 2015. Le jugement, lui, il est attendu vers fin 2025 et on espère qu'il permettra de faire la lumière sur une possible corruption d'élus ou de chefs d'entreprise, ainsi que sur d'éventuels détournements de fonds publics. On vient très rapidement d'évoquer le POSEI, mais en fait c'est quoi le POSEI ? Le POSEI, c'est un acronyme qui désigne le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de l'Union européenne. Autrement dit, ce sont des subventions européennes réservées aux régions ultrapériphériques, aussi appelées RUP, et destinées à améliorer la compétitivité économique et technique des filières agricoles ultramarines. Toutefois, le POSEI, il est souvent critiqué. En effet, il bénéficie majoritairement à la monoculture de la canne à sucre et de la banane, comme le pointe un rapport de la Cour des comptes publié en 2019. En fait, en raison de leur histoire coloniale, l'agriculture en Martinique comme en Guadeloupe est tournée vers l'exportation, notamment avec l'Hexagone. Cela explique la prédominance de la culture de la canne à sucre et de la banane dessert au détriment des cultures vivrières. Et le POSEI dans tout ça. En fait, 75% de ces subventions bénéficient aux filières de la banane et de la canne à sucre. Et l'Union européenne, elle n'est pas la seule à soutenir massivement ces anciennes cultures coloniales. Entre 2015 et 2021, la part dédiée à la filière canne, sucre, rhum a représenté plus de 85% des dispositifs nationaux de subventions spécifiques aux Outre-mer. Par conséquent, les soutiens publics aux filières de la canne à sucre et de la banane dépassent la valeur réelle des productions. En d'autres termes, bien que la production de bananes soit en déclin, l'aide à la production, elle, reste stable. Ainsi, on pourrait définir les subventions du POSEI comme des aides au fonctionnement d'activités, parfois structurellement déficitaires, plutôt que comme de véritables incitations à l'investissement et à l'adaptation. Par conséquent, le POSEI,
ne soutient pas vraiment l'objectif d'autonomie alimentaire pourtant affiché par les États généraux de l'outre-mer depuis 2009. Au contraire, ces subventions, qu'elles soient européennes ou nationales, elles renforcent la dépendance à l'importation alimentaire tout en marginalisant une transition alimentaire saine et durable. Comme l'explique le journaliste Alexandre Rezako-Gabi pour Reporter, le POSEI, c'est donc un désastre pour les petites productrices. Il ne profite qu'aux grandes cultures d'exportation. Les subventions, captées par les plus grands exploitants qui sont souvent des béquets, maintiennent sous perfusion une agriculture non viable, tout en empêchant le développement d'une agriculture locale, résiliente et durable. Je voudrais terminer l'épisode en parlant du mouvement contre la vie chère, son histoire et ses revendications. J'en profite pour rappeler que ce mouvement, il n'est pas uniquement martiniquais mais aussi guadeloupéen. Donc même si cet épisode est consacré à la Martinique, gardez bien en tête que le mouvement contre la vie chère, il est antillais. Le mouvement contre la vie chère, c'est un mouvement qui lutte contre les prix exorbitants de nos produits. Le mouvement contre la vie chère, c'est le RPRAC, un groupement d'individus militants qui ont décidé de dévoiler, de dénoncer toutes les injustices sociales qui existent dans le département d'Outre-mer et singulièrement en Martinique. C'est juste des Antillais qui en ont eu marre, qui se sont réunis et qui ont dit vas-y, on fait grève, c'est pas possible. Je pense que c'est relié à cette histoire de béquet. C'est un combat contre les injustices systémiques et structurelles, contre les inégalités qui persistent entre la France hexagonale et les territoires d'outre-mer. Le mouvement contre la vie chère, pour moi, c'est une révolte contre les conditions de vie qui sont imposées aux Martiniquais. En Guadeloupe comme en Martinique, les prix sont parfois 3 à 4 fois plus élevés que dans l'Hexagone pour les mêmes produits, souvent importés de l'Hexagone lui-même. Avec 80 € de course en France, je tiens 3 semaines en mois. En Martinique, c'est impossible. Et ça, c'est hallucinant pour un territoire qui est censé faire partie de la France. Selon moi, le mouvement contre la vie chère, c'est certaines personnes du peuple qui ont simplement voulu faire entendre leur voix. Alors les médias n'ont montré que les dégâts causés par des personnes extérieures au mouvement originel. Le combat avait commencé bien avant qu'il n'y ait des dégâts. Seulement personne n'écoutait. Il y a plusieurs choses, donc je sais pas si tu sais, mais en gros, normalement, l'État, il donne de l'argent aux collectivités. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Martinique, il n'y a pas cette enveloppe-là. Et que ça, c'est compensé par l'octroi de mer, tu vois. C'est-à-dire que l'octroi de mer sert à payer ce que normalement l'État est censé faire au niveau de la collectivité. Donc en fait, c'est une gestion coloniale, c'est-à-dire c'est la mentalité coloniale de dire que la colonie ne doit pas coûter d'argent à la métropole. Et j'ai oublié de dire que aussi, on s'est rendu compte que les denrées qui sont portées aux Antilles, là ça concerne Martinique et Guadeloupe, n'ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles. On peut parler du fait que les prix sont excessifs par rapport à la qualité des produits, que les produits sont de bien moins grande qualité par rapport à ce qu'on peut voir en France en termes de sucre ajouté, de sel ajouté, de valeur nutritionnelle. Et comment lutter contre ça? Ce serait d'ouvrir, que les personnes aient la possibilité d'ouvrir le commerce en direct avec les pays aux alentours. L'État, dedans, il est responsable dans le sens où il est complice. La vie chère, c'est un vrai sujet et l'État est coupable et l'État est complice. Le mouvement contre la vie chère, il s'inscrit dans la continuité d'une histoire antillaise marquée par les violences coloniales et racistes, mais aussi marquée par la lutte de classe et les grèves. On dit que la lutte syndicale en Martinique, elle commence en 1900 par un massacre. Pour vous remettre dans le contexte, à la fin du 19e siècle, les planteurs décident de baisser le salaire des ouvrières tout en augmentant la charge de travail. De leur côté, les travailleuses, elles réclament la mise en place d'un salaire minimum de 2 francs par jour, soit le salaire d'avant 1884. Résultat, la milice coloniale est envoyée et tue au moins 10 personnes. Le mouvement de grève repart donc de plus belle, tout en bénéficiant désormais du soutien des employés d'usine. Finalement, les négociations de Rivière-Salée s'ouvrent et un accord est signé mi-février 1900, marquant la première victoire ouvrière en Martinique. La lutte syndicale en Martinique, elle est aussi marquée par une grève sans précédent en 1953.
Cette grève, elle dure 62 jours, à La Réunion, en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, et tout ça avec le soutien massif de la population. En effet, à ce moment-là, ces 4 nouveaux départements français, ils font face à une nouvelle discrimination. Les fonctionnaires venus de l'Hexagone perçoivent des indemnités que leurs collègues locaux et locales, n'ont pas. Résultat, une grève massive menée par la quasi-totalité des travailleuses de la fonction publique et une grande partie de celles du privé. Cette longue lutte collective, elle débouche notamment sur une majoration de traitement portée à 30 puis 40% en Guadeloupe, Martinique et Guyane, et à 53% à La Réunion. Elle aboutit aussi à l'abrogation de l'indemnité d'installation, injustement réservée aux fonctionnaires venus de l'Hexagone. Ce mouvement victorieux, il montre bien que la seule départementalisation, elle n'aboutit pas automatiquement à l'égalité des droits entre tous les travailleuses. Toutefois, ce mouvement, il montre qu'il est possible de lutter collectivement et de gagner ensemble. C'est d'ailleurs en prenant cette grève comme exemple que les travailleuses des territoires d'outre-mer déclenchent régulièrement des grèves et d'autres mobilisations pour obtenir une égalité de traitement avec les travailleuses de l'Hexagone. Du coup, vous vous en doutez, il y a eu énormément de mouvements, pas toujours correctement documentés, et donc nous, on va s'arrêter en 2009 avec la grève de l'Union des travailleurs. Ce mouvement, il a mené à l'adoption de la loi Lurel en 2012, puis de la loi relative à l'égalité réelle dans les Outre-mer en 2017. En gros, la loi Lurel, elle renforce la transparence comptable des entreprises et lutte contre la concurrence déloyale entre les grands groupes et les petites entreprises locales. La loi de 2017, elle, reconnaît aux populations des Outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français. Toutefois, et c'est surtout ça qui est important, l'État, il n'a jamais publié les décrets d'application de ces lois. Autrement dit, l'État, il n'a jamais précisé concrètement comment ces lois, elles devaient être mises en œuvre. Il faut attendre 2021 pour qu'une nouvelle loi impose enfin aux distributeurs des territoires d'outre-mer de publier leurs comptes de résultats détaillés. Et c'est super important parce que en Martinique, 4 groupes de grande distribution détenus par des béquets se partagent à eux seuls 80% du marché. Et donc c'est dans ce contexte qu'éclate le mouvement contre la vie chère de 2024. Et ce mouvement, je pense qu'on en a tous entendu parler, même en Hexagone, sans pour autant vraiment le comprendre. Pour vous donner une idée, en Martinique, 90% des produits de consommation sont importés et les prix de l'alimentaire flambent. Certains produits sont même 40% plus chers qu'en Hexagone, dans un territoire où, rappelons-le, 27% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour vous donner une idée plus globale, le PIB par habitant en Martinique, il est de 27 000 € en 2022, alors qu'il est de 30 000 € la même année dans les Hauts-de-France, région la plus, entre guillemets, pauvre de l'Hexagone. La raison de ces prix exorbitants, ça serait les systèmes d'intermédiation qui sont 4 fois plus nombreux qu'en Hexagone. Ce système de marge sur chaque prestation, c'est un véritable héritage du système colonial, comme l'a très bien expliqué Emmanuel Feinstein dans un article de Libération. Le journaliste, il parle même de myriades d'enseignes avec des noms différents qui appartiennent au groupe GBH et fonctionnent comme des sociétés écrans. Parce que oui, je vous le mets dans la barre de description, mais l'article, bien qu'il prenne pour exemple le groupe GBH, donc le groupe Bernard Ayot, il décrit parfaitement un problème structurel en Martinique. Pour résumer, flou des marges réelles, marché cadenassé, pratiques anticoncurrentielles, tout ça, c'est souligné par la commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales en 2024. La commission, elle alerte plus généralement sur une comptabilité opaque, pointant les problèmes du modèle économique tout entier. Comme l'explique l'article de Libération, c'est un monopole vertical où les béquets s'autofacturent à chaque étape de la chaîne logistique. À cela s'ajoute la question de l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est un impôt instauré par le colonialiste Colbert à l'époque de l'esclavage. Il a depuis été modifié, mais toujours en vigueur. En gros, c'est une taxe sur la consommation locale qui s'ajoute à la TVA et qui finance les budgets des collectivités locales. À la base, l'octroi de mer, il visait à protéger l'économie locale en rendant les produits importés plus chers que ceux produits sur place et en finançant donc les collectivités locales. Toutefois, aujourd'hui, ce dispositif, il est largement critiqué parce que il alourdit le coût de la vie en taxant tous les biens de consommation, y compris ceux de première nécessité, sans vraiment soutenir les petites productrices locales. En d'autres termes,
ce sont les consommateuristes les plus précaires qui subissent les conséquences de l'octroi de mer, tandis que les grandes enseignes absorbent ces recettes. Revenons au mouvement contre la vie chère, parce que c'est de ça dont on parlait, avant de digresser vers la grande distribution et l'octroi de mer. Donc en octobre 2024, après des violences et des pillages, les manifestations sont interdites et un couvre-feu est mis en place, rappelant des pratiques coloniales. Ensuite, un protocole d'accord, reprenant en gros la loi Lurel de 2012, un protocole d'accord est signé à Pointe-à-Pitre par les distributeurs, les élus et les grossistes. Le RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, lui, refuse de signer. Pourquoi ? Parce que ce protocole d'accord, il ne concerne que 6000 produits alimentaires, alors que le RPRAC exige qu'il couvre l'ensemble des 40 000 produits alimentaires. Ce mouvement contre la vie chère, en fait, il est indissociable des inégalités structurelles qui touchent la Martinique et la Guadeloupe. En effet, comme le rappelle l'économiste Thomas Piketty face à la commission parlementaire sur la vie chère en 2023, les anciennes colonies esclavagistes sont les systèmes les plus inégalitaires de l'histoire. En effet, à cause du dédommagement des propriétaires d'esclaves, les 10% des plus riches détiennent généralement 80% des revenus et presque 100% du patrimoine foncier. Ainsi, en Guadeloupe comme en Martinique, la lutte contre la vie chère, c'est aussi une lutte décoloniale autour de la terre et des richesses. Pour conclure, quelle solution ? 1. Il faut faire un travail de mémoire. Mémoire de travail colonial, de l'esclavage. Il faut arrêter cette politique de l'oubli qui consiste à gommer les rancœurs et les spécificités culturelles pour construire l'image d'une France fantasmée, homogène, etc. 2. Même si l'État colonial est juridiquement aboli, le système raciste et oligarchique subsiste en Martinique, perpétuant une domination de classe et de race. Il faut donc l'abolir, lutter contre le chômage massif de la population locale, lutter contre les spoliations foncières, lutter contre la bétonisation des espaces, bref, il faut rendre la terre à celles qui la peuplent vraiment. 3. Il faut arrêter d'abandonner les populations françaises qui sont loin de l'Hexagone. Il faut arrêter de voir les territoires d'outre-mer comme des viviers de consommation, des marchés captifs de la grande distribution qui ne sont bons qu'à faire du tourisme de masse. Au contraire, il faut soutenir les cultures alimentaires locales, diversifiées et durables. Il faut promouvoir les circuits courts, mettre en place des coopératives et favoriser l'accès à la terre pour les jeunes agricultrices. Voilà. C'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez maintenant une idée plus claire de la Martinique et de son histoire. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses. Je remercie encore une fois les personnes qui ont témoigné pour cet épisode. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Ça aide vachement pour le référencement. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur la Guadeloupe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et on se dit à très vite. Bisous. Mais en fait, nos problèmes ne sont pas pris en compte. Nous ne sommes pas tout le temps entendus, ou nous sommes entendus, mais après, bon, ça passe, alors qu'en fait, les problèmes sont toujours là. Arrêtez de voir les Antillais comme des Français de seconde zone. Il faut aussi que l'État fasse un minimum d'efforts. Arrêtez de voir les Antillais comme des bêtes de foire. Tant qu'il n'y a pas de respect, et le respect passe par la connaissance. Le respect passe par la connaissance. Tant qu'on ne nous montre pas, tant qu'on ne nous enseigne pas, tant qu'on ne nous invite pas, tant qu'on ne cherche pas à nous comprendre, il ne peut pas y avoir de respect.